France Info. Et la suite de l'émission politique de France Info avec Jean-Pierre Chevènement, invité ce matin. Monsieur Chevènement, dans cette histoire d'Alstom, vous avez un allié de poids qui était invité chez nous hier et vous allez reconnaître sa voix tout de suite. Écoutez. Moi, je le comprends. Aujourd'hui, l'État français a 20%. Malheureusement, c'est presque trop peu pour avoir une véritable liberté d'action. Ce qui est vrai, c'est que l'intérêt d'avoir un État stratège qui, en dernier recours, est amené à nationaliser, c'est de préserver des savoir-faire qui peuvent toucher aussi à l'indépendance de la France. Si des solutions aussi radicales s'imposent pour sauver l'emploi, elles devraient s'imposer. Voilà, Marion Maréchal-Le Pen qui est d'accord avec vous. Plus d'État pour sauver Alstom, monsieur La Chevènement. nationalisation, elle y est favorable elle aussi. Qu'en dites-vous, Jean-Pierre Chevènement? Ça vous laisse quoi, visiblement? La nationalisation a pu être une technique au service d'une stratégie de développement dont j'ai toujours été partisan. Mais M. Madeleine, il faut le dire, a dissous le ministère de l'Industrie, ses équipes d'ingénieurs compétents qui permettaient qu'on traite les dossiers sérieusement. Vous le voyez dans l'affaire Alstom, les deux administrateurs de l'État, bon, ils ne se sont pas intéressés à l'affaire. L'un est directeur général des entreprises, il ne connaît pas le dossier. Hein. A-t-il été informé? On n'en sait rien. S'il l'a été, c'est grave. S'il ne l'a pas été, c'est encore plus grave. Donc, le problème, c'est de restaurer un État stratège. C'est ce que traditionnellement la France savait faire, car il n'y a aucune raison de transférer la principale usine de locomotives de Belfort à Reichshofen. Ça ne s'explique pas. Donc, la nationalisation, je réponds à la question, dans certains cas, partiels, temporaires, mais ça peut être un moyen d'orienter une stratégie. Je demande donc que l'État monte au capital, remplace Bouygues, aille même un peu plus loin, c'est-à-dire la minorité de blocage, de façon à ce que nous puissions avoir confiance dans la direction d'Alstom, que nous puissions penser qu'il y a quand même une once de patriotisme économique dans la tête de ces dirigeants. Monsieur Macron suivait ce dossier, Monsieur Chevènement, quand il était ministre de l'économie, il s'est rendu à Belfort au printemps 2015. Est-ce qu'il a manqué de vigilance? Est-ce qu'il a mal suivi ce dossier? Je pense que Monsieur Macron a été enfin, il a décidé de partir. Je l'ai vu en juillet, il n'était nullement question de la fermeture du site de Belfort. Au contraire, nous avons parlé du TGV du futur, c'est-à-dire de produire le TGV du futur à Belfort, de lancer les études. Donc il n'était pas au courant. Donc il n'était pas au courant. Il n'a pas suivi le dossier, donc. Il est responsable de quelque chose? Je pense que la direction d'Alstom a mis à profit le départ d'Emmanuel Macron pour faire cette annonce précipitée. Vous êtes indulgent avec Emmanuel Macron. Vous êtes sévère avec tout le monde et vous êtes indulgent avec Emmanuel Macron. Non, je suis sévère avec Emmanuel Macron aussi, dans la mesure où il est parti. Et moi, je ne lui ai pas conseillé de partir. Un Emmanuel Macron, pardonnez-moi, qui dit... Pardonnez-moi, un Emmanuel Macron, parce que ça va dans le sens de ce que vous disiez à l'instant, qui dit, et c'est ce matin dans l'hebdo Le 1, qui dit, à trop vouloir réguler, l'État s'est affaibli et s'est transformé en étouffoir. Donc vous le défendez, mais en même temps, il dit exactement l'inverse de ce que vous dites. Vous. Non, on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron de s'être transformé en étouffoir. Il n'a pas suivi les conseils que je lui ai donnés de monter au capital. Ce serait bien temps après de le faire, mais après il n'y aurait plus de M. Macron, et on voit le résultat. Donc je ne veux pas accabler particulièrement M. Macron, mais les pouvoirs publics dans leur ensemble, sans comptable, je dirais, de l'avenir de notre industrie, de l'emploi, car l'industrie commande tout, le commerce extérieur et le reste. Une question encore sur Emmanuel Macron. Pour ne pas avoir à fermer sa bouche, il a démissionné. J'imagine que c'est une démarche que vous comprenez. Je comprends quand il y a des raisons. Moi, excusez-moi, j'aurais eu 1000 raisons de démissionner quand j'étais au gouvernement, près d'une dizaine d'années. Vous l'avez fait. Mais je l'ai fait trois fois sur des questions essentielles. Hein, l'accrochage du franc à une monnaie trop forte. Emmanuel Macron, il a eu raison de démissionner. Enfin, vous comprenez sa démarche? Non, je ne le pense pas. Je ne le lui conseillais pas. Hein, pour ma part. Hein, mais je pense que moi, quand j'ai démissionné, c'était l'avenir industriel de la France en 1983. La guerre du Golfe, on voit le résultat aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est la seule cause des attentats, mais il y a participé. Hein. Et puis troisièmement, la Corse, l'État. Hein, aujourd'hui, ce sont les nationalistes qui sont au pouvoir en Corse. Donc je l'ai fait sur des sujets qui avaient un certain sens.
Et sur beaucoup d'autres, j'ai préféré prendre sur moi. Bon voilà, donc Alstom, le gouvernement dira dans 10 jours quelle solution il retient et si l'usine de Belfort sera sauvée ou pas. Nous suivrons cela avec attention. Vous êtes sollicité, Jean-Pierre Chevènement, pour prendre la tête de la Fondation pour l'Islam de France. Vous n'êtes pas forcément le bienvenu. Je vous propose d'écouter Hakim Al-Karawi, qui va être l'un des membres de cette fondation. Écoutez-le. Pour nous, c'est évidemment pas un choix idéal. Un ancien ministre de l'Intérieur, dans le contexte actuel, qui n'est pas de culture ou de confession musulmane, qui n'est pas non plus un spécialiste de la culture islamique, c'est pas idéal. Pas le candidat idéal, selon lui, pour présider cette fondation. Que lui répondez-vous, Jean-Pierre Chevènement ? Alors, je rappelle que j'ai lancé la consultation de toutes les sensibilités de l'islam en 1999, ce qui n'avait jamais été fait avant moi, que nous nous sommes mis d'accord sur une déclaration de principe où toutes les sensibilités de l'islam, je dis bien toutes, reconnaissent les principes de la République, la séparation de l'Église et de l'État, la laïcité, l'égalité de l'homme et de la femme, etc., etc. C'est déjà un premier bilan. C'est sur cette base que M. Sarkozy a été encouragé à persévérer par M. Chirac et qu'il a créé le CFCM. S'il existe quelque chose, c'est à moi qu'on le doit. Croyez-moi que je ne suis mu par aucune ambition personnelle. Qu'apporterait cette fondation aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement ? Ce qu'elle apporte, d'abord il faut comprendre le dispositif de l'islam de France. Il faut que l'islam, qui est la religion de plus de 4 millions de Français, puisse être exercée librement, mais il faut qu'elle le soit à l'abri des influences et des financements étrangers. Donc la condition que j'ai posée, c'était qu'il n'y ait que des fonds français. Deuxièmement, il y a une fondation qui n'a aucun objet cultuel, qui a un objet culturel, éducatif, social. C'est celle dont j'ai accepté, à la demande de M. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, de prendre la présidence. À côté, une association cultuelle qui pourra financer ce qui est d'ordre confessionnel, construction de mosquées, formation théologique des imams. Mais la formation linguistique, juridique, civique... reviendrait à la fondation. Ça reste la fondation. Un partage des Et tâches enfin, entre... des instituts d'islamologie qui ont pour but d'élever le niveau de formation et de faire en sorte que les imams, dans l'avenir, car l'islam de France, c'est une construction au long cours, c'est une œuvre de longue haleine. Et moi, je ne serai qu'une petite étape. Je rassure M. Hakim El-Karawi, qui pourra être un jour président. Ça n'est pas un problème. Vous pensez que c'est ça qui le motive? Je pense qu'il y a des réactions communautaristes qui existent aussi. Mais il y a aussi des ambitions individuelles. Ça arrive aussi. Oui, maintenant, je n'ai rien contre lui. C'est un homme tout à fait estimable. Rapidement, pas de fonds étrangers, avez-vous dit? Est-ce que la France est trop complaisante avec certains pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar? Je pense qu'il vaut mieux éviter le financement sur fonds étrangers. Il y a un vieux proverbe qui dit qui commande paye la musique, ou qui paye commande la musique. Et je suis partisan qu'on utilise d'autres moyens. Il y a un vaste marché de la viande halal, chiffre d'affaires 5 milliards. Il est possible de se mettre d'accord sur une contribution modeste, mais qui donnera quand même des moyens de financement à ce dispositif, qui est vital pour l'intérêt du pays. Car, naturellement, ces concitoyens de tradition musulmane, il faut qu'ils se sentent à l'aise dans la France de demain, et il faut naturellement aussi qu'ils acceptent. On va s'arrêter pour le titre. On s'arrête un instant. Merci, restez avec nous, Jean-Pierre Chevènement. On n'a pas fini, on va continuer à parler politique, on va parler de François Hollande. Les droits et les devoirs, voilà. Et on va parler aussi peut-être de l'un de vos successeurs. On voit ça dans un instant, l'info à 8h50, c'est Victor Mattei. Les chances de survie de Shimon Peres sont plutôt bonnes, dit ce matin un médecin, même si son état reste grave. L'ancien président israélien, 93 ans, est hospitalisé tout près de Tel Aviv après un accident vasculaire cérébral. Shimon Peres, prix Nobel de la paix après les accords d'Oslo en 93, reste le dernier père fondateur d'Israël encore en vie. Un rassemblement à Martigues, près de Marseille, plus un appel à la grève nationale et à porter un brassard noir dans tous les services. Le principal syndicat d'infirmiers veut alerter sur une profession à bout de souffle. Manque d'effectifs, horaires à rallonge. On risque nos vies et celles des usagers, explique sur France Info la présidente de la coordination nationale infirmière. Une fin d'été sous les orages dans le sud. 7 départements au total, de l'Aveyron au Vaucluse, attendent de très fortes pluies aujourd'hui. Les intempéries qui quittent donc l'ouest
Ouest, où les pompiers sont intervenus des centaines de fois. À Brest, certains quartiers ont même été inondés. Cette enquête de l'IFOP que vous révèle ce matin France Info et Le Monde, une grande majorité des sondés, 65%, sont favorables au maintien du mariage pour tous, la loi Taubira. Plus d'un sympathisant, les Républicains sur 2, l'est également. En football, un but de Cavani après seulement 42 secondes de jeu. Eh bien, cela n'a pas suffi. Le PSG concède le nul 1 partout face à Arsenal. Ce soir, Lyon et Monaco font leur entrée en lice dans cette Ligue des Champions. France Info. L'émission politique invité ce matin Jean-Pierre Chevènement. Monsieur Chevènement, je voudrais qu'on réécoute ensemble la déclaration de candidature d'Arnaud Montebourg. C'était à Frangy la semaine dernière. Écoutez-le. Je suis revenu pour agir, pour m'engager, et cette fois, pour réussir. Je suis candidat à la présidence de la République française. Arnaud Montebourg qui est d'ailleurs à Alstom cet après-midi. Est-ce que vous entendez des accents comme ceux de votre successeur en Arnaud Montebourg des fois ou pas? Est-ce que vous vous sentez en communion avec lui? Arnaud Montebourg a pour lui d'avoir une certaine continuité. Il a toujours défendu le Made in France, c'est-à-dire l'idée qu'on devait maintenir en France notre tissu industriel. J'ai de la sympathie pour lui parce que je le connais depuis longtemps. Il a été au sein du Parti Socialiste, un militant du CRS, il y a une bonne trentaine d'années. Donc, évidemment... Aujourd'hui, est-ce qu'il a les épaules? Vous sentez qu'il a les épaules? C'est un vrai candidat? Je pense qu'Arnaud Montebourg a un fort potentiel. Maintenant, je ne veux pas me prononcer dans le vide. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans le temps de l'élection. Il faut que le président de la République nous dise ce qu'il veut faire, et il ne le fera qu'à la mi-décembre, si j'ai bien compris. Il nous l'a dit. Il nous l'a dit la semaine dernière. Il vous a dit quoi? Je serais très heureux d'apprendre. Il vous l'a dit, je l'ai enregistré et nous allons l'écouter. C'était à Salvagram la semaine dernière. Nous allons voir lever le secret. Mesdames et messieurs, le moment venu, et il approche, les Français auront à décider de leur avenir. Je vous l'affirme, je ne laisserai pas la France être abîmée, réduite, voire ses libertés mises en cause, son état de droit contesté, son éducation réduite et sa culture amputée. C'est le combat d'une vie. Vous voyez, c'est le combat d'une vie. Donc en fait, c'est clair. Alors, le moment venu, et il approche. Il est candidat. Donc le Est-ce que vous souhaitez qu'il soit candidat? Le moment venu, moi, je ne me détermine que selon les intérêts de la France. Et alors, est-ce que cela correspond aux intérêts de la France? Eh bien, si François Hollande me demande conseil, je lui donnerai ce conseil. Vous direz quoi? Eh bien, permettez-moi de lui réserver. Maintenant, les conditions ne sont pas encore tout à fait réunies pour que je me prononce. Donc je me bats pour défendre la montée de l'État au capital d'Alstom, le maintien à Belfort de l'usine de locomotives qui existe depuis plus de 140 ans. Est-ce qu'on peut vous demander un jugement sur le quinquennat qui s'achève, Jean-Pierre Chevènement? Un bon quinquennat ou pas un bon quinquennat? Un bilan défendable? Écoutez, on ne peut pas faire reposer toute la responsabilité sur François Hollande, qui est lui-même tributaire de choix qui ont été faits il y a très longtemps. Prenons la monnaie unique. Non, c'est trop facile. Mais lisez Joseph Stiglitz. Il est élu, il est responsable. Mais lisez Joseph Stiglitz qui vient de publier un livre. L'euro menace l'Europe. C'est ce que je dis depuis 1992. En 400 pages, asséné par un prix Nobel. Si je peux me permettre, vous vous tirez un peu facilement d'affaire. La question, c'est quel est votre jugement sur le quinquennat de François Hollande? Justement, je dis que François Hollande n'a pas su se dissocier de choix qu'il a cautionné à l'époque, mais où il n'était pas un responsable éminent, il n'était même pas le premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc il est dans la ligne de ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un disciple de Jacques Delors. Mais il faudrait remonter aux années 80 pour voir que les choix qui nous ont conduits là où nous en sommes étaient des choix erronés. On a voulu substituer l'Europe à la France, on voit bien que ça ne marche pas. La France, elle existe, elle peut exister à travers l'Europe, bien sûr. On doit construire une Europe des nations, une Europe européenne, mais on ne peut pas faire de l'Europe un outil qui, en fait, nous désarme, comme on le voit en matière de politique industrielle. Donc c'est toute une conception de l'Europe qui est à revoir. C'est ce à quoi nous incitait le Brexit britannique. Donc c'est à ça qu'il faut réfléchir, parce que moi je crois que la France peut jouer un rôle pour une Europe européenne. S'il ne s'est pas dissocié de ces choix-là pendant le quinquennat, on imagine difficilement que vous le souteniez pour un second quinquennat. Voilà, mais écoutez, je verrai ce qui se présente, et il y a une voie que je n'emprunterai jamais, c'est celle de la surenchère démagogique
de l'escalade qui pourrait en effet précipiter notre pays dans un temps d'épreuve vers ce qu'un haut responsable de l'État appelait une guerre civile. Monsieur Patrick Calvar, patron de la DGSI, a dit que nous allions vers une guerre civile. C'était devant les députés au mois de juin. C'est quand même grave. Et nous savons très bien que notre pays est fracturé, qu'il est en mauvais état. Monsieur Chevènement, beaucoup moins grave. Ce matin, le Canard enchaîné raconte une histoire dont j'aimerais savoir si nous aimerions savoir si vous avez conservé le souvenir. Il semblerait que vous ayez reçu, alors que vous étiez ministre de la Défense en 1991, un courrier de François Fillon qui vous demandait d'aider le jeune Éric Ciotti à ne pas faire son service militaire. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Vous avez démissionné peu après. Ou est-ce que vous ne vous souvenez pas du tout de ce courrier? Écoutez, Éric Ciotti, ça n'existait pas pour moi. Ça n'existait pas. À l'époque, non, ça n'existait pas. Alors, ça ne montait courrier, même pas. Il est dans le Canard. Vous avez le courrier. Je ne sais pas si M. Ciotti a fait son service militaire. Alors, finalement, justement, non. Mais pas à cause de votre intervention. Oui, il a eu une demande de dispense au titre du soutien de famille et il l'a obtenu. Mais ce courrier, ça vous dit rien? Vous imaginez bien que le ministre de la Défense et tout ministre reçoit des centaines de lettres par jour, sinon des milliers. Il ne les lit pas toutes. Donc il y a un bureau qui traite ses affaires. Voilà. J'étais partisan du maintien du service national. Et je serais partisan de rétablir un service national de 4 mois, 3 incorporations par an, sous la tente. Sous la tente, avec un brassage de notre jeunesse, garçons et filles, parce que nous avons à reconstruire la France. Sous la tente, garçons et filles ou garçons seulement? C'est un point qu'il faudra discuter, mais l'expérience montre qu'il y a toujours des communications entre les différentes catégories. Le temps qu'il y en avait bien entre le lycée de garçons où j'ai fait mes études et le lycée de filles de Besançon. Merci Jean-Paul.